Le langage thérapeutique semble, aujourd'hui, participer à une forme de dégradation du lien social. Un glissement discret mais profond s'opère dans la façon dont nous parlons de nos émotions. En apparence, cette évolution donne le sentiment d'une société plus consciente, plus attentive, dotée d'une intelligence émotionnelle accrue. Pourtant, derrière ce vocabulaire policé et présenté comme bienveillant se cache une réalité bien plus inquiétante. Des termes initialement pensés pour soulager et accompagner sont désormais employés d'une manière qui brouille les repères, attise les divisions et parfois cause de véritables dommages. Le langage thérapeutique est devenu un moyen de confrontation, un outil de supériorité morale, voire une arme rhétorique. À quel moment l'intelligence émotionnelle s'est-elle transformée en compétition? Depuis quand les concepts issus de la thérapie servent-ils à remporter des conflits? Et depuis quand tout désaccord ordinaire est-il immédiatement interprété comme une forme d'abus? Avant d'en faire la critique, il est indispensable de rappeler le contexte. Mettre en lumière les dérives du therapy speak ne revient ni à attaquer la thérapie en elle-même, ni à remettre en cause les avancées en matière de santé mentale. Bien au contraire, les progrès réalisés ces dernières décennies constituent l'une des transformations sociales majeures de notre époque. Il n'y a pas si longtemps, évoquer sa santé mentale suffisait à vous faire passer pour faible. Les traumatismes devaient rester enfouis, la dépression était assimilée à un manque de volonté, l'anxiété à un défaut personnel. La thérapie était réservée à ceux que l'on jugeait instables, tandis que les autres étaient sommés de tenir bon et de souffrir en silence. Allait mal signifier qu'il fallait se durcir, se taire et avancer coûte que coûte. Ce cadre a profondément évolué à la fin du XXe siècle, notamment avec l'introduction du DSM-3 en 1980, qui a permis de reconnaître et de classifier les troubles mentaux de façon plus rigoureuse. Des diagnostics comme le stress post-traumatique ont enfin été légitimés. Les vétérans marqués par la guerre, les survivants de violences ou de catastrophes ont cessé d'être ignorés ou tournés en dérision. Ils ont obtenu des mots pour nommer leurs souffrances, une reconnaissance institutionnelle et un accès au soutien. Utilisés avec discernement, les catégories cliniques jouent un rôle essentiel. Elles protègent les individus, déplacent le regard du jugement vers le soin et rappellent qu'une personne mérite compréhension et accompagnement. L'émergence des millénials puis de la génération Z a amplifié cette dynamique. Ces générations ont abordé la santé mentale avec une ouverture sans précédent, rejetant les logiques de honte et contraignant les structures sociales à évoluer. Les entreprises ont dû reconnaître l'épuisement professionnel, les établissements scolaires ont intégré l'accompagnement psychologique et consulter un thérapeute est devenu un signe de lucidité plutôt qu'un aveu de faiblesse. La déstigmatisation de la santé mentale figure parmi les progrès les plus significatifs de notre temps et la thérapie, lorsqu'elle est pratiquée par des professionnels qualifiés, s'avère souvent non seulement bénéfique mais parfois vitale. Dans son cadre légitime, le langage thérapeutique reste un outil précieux. Des notions telles que les limites, le traumatisme, le attachement ou la régulation émotionnelle permettent de mieux comprendre son monde intérieur et de le communiquer avec davantage de précision. Pourtant, quelque chose s'est altéré en cours de route. Entre les cabinets de consultation et les réseaux sociaux, entre les publications scientifiques et les contenus visuels simplifiés, ce vocabulaire s'est progressivement détaché de son contexte. Ce qui relevait d'un langage rigoureux et soignant s'est transformé en phénomène culturel. À mesure qu'il se diffusait, il perdait en précision, jusqu'à parfois produire l'effet inverse de celui pour lequel il avait été conçu. La thérapie authentique est un processus lent, fondé sur la confiance, la subtilité et la patience. Or, ces dimensions s'accordent difficilement avec des plateformes qui privilégient la rapidité, la simplification et l'impact émotionnel immédiat. Dans un environnement dominé par les algorithmes, la nuance peine à subsister. Ce qui circule le mieux, ce sont des formules choc. 5 signes que tu es anxieux. Même un comportement suffit à révéler un trouble de la personnalité. Ou encore des vidéos affirmant que certains profils psychologiques agissent toujours de la même façon. Ces contenus réduisent des réalités complexes à des tests d'identité rudimentaires. Les spectateurs s'y reconnaissent, s'autodiagnostiquent, sans entretien clinique, sans analyse contextuelle, sans encadrement professionnel. C'est une psychologie amputée du psychologue. Cette simplification excessive écrase la nuance. Des concepts pensés pour des échanges individualisés et encadrés sont condensés en phrases destinées à être consommées en quelques secondes. Le phénomène s'accentue lorsque certains se
tournent vers des intelligences artificielles comme substitut à la thérapie. Bien que ces outils puissent offrir un espace de réflexion ou une impression d'écoute, ils ne proposent ni traitement réel, ni responsabilité professionnelle. Ils donnent l'illusion du soutien, sans en fournir l'architecture indispensable. Aujourd'hui, le langage thérapeutique est partout. Sur les réseaux sociaux, dans les discussions privées, au sein des entreprises et jusque dans les débats politiques. Il est devenu une forme de capital symbolique. Employer les bons termes confère une apparence de maturité morale et d'intelligence émotionnelle. Mais cette omniprésence soulève une question centrale. Comment un langage autrefois marginal et spécialisé est-il devenu un outil de valorisation sociale, au point de servir à juger, diagnostiquer et exclure autrui ?